que la seule et unique raison pour laquelle j'ai fait ce film, c'est une raison de fierté. C'est de donner une image au public dans l'Hexagone, sur le continent, Afrique de l'Ouest, dans la Caraïbe, la fierté d'une histoire avec un grand H, la fierté d'une langue, la beauté des visages, la beauté des spiritualités. Donc c'est vrai que c'était une condition sine qua non pour moi et c'était une hâte immense d'avoir la chance et l'honneur de présenter le film sur le continent. Un film si empreint de wolofité. Et qui va résonner avec ce que le public entend tous les jours dans les conversations. En fait, le film est né en 2009, il y a 15 ans. J'étais avec mon épouse à l'île Maurice et on se retrouve dans le sud-ouest de l'île. Et on se retrouve face au pied d'une montagne qui s'appelle le Morne Brabant, un immense monolithe de pierre comme ça face à l'océan Indien. Et une dame créole nous raconte une histoire qui est l'histoire du marronnage des esclavisés mauriciens. Qui nous raconte comment pendant quelques mois, au temps de l'esclavage, des hommes et des femmes qui s'étaient enfuis des plantations ont retrouvé au sommet de cette montagne une dignité, une fierté, un amour d'eux-mêmes, avant d'être encerclés par l'armée française et de se jeter dans le vide. Et c'est une histoire qui est très populaire dans la communauté créole mauricienne. Et vraiment, quand ce récit s'achève, je sais que c'est un film, donc je me rapproche d'historiens et d'historiennes mauriciennes. Vijaya Tilok, en premier lieu, qui a présidé le comité de la route de l'esclave de l'UNESCO, qui est une historienne mauricienne, et qui me dit, à l'époque, les proportions dans les esclaves déportés à Maurice, c'est un tiers de Malgaches, un tiers de Wolof, et un tiers d'hommes et de femmes déportés à partir de la côte Swahili. Donc moi je suis d'origine Yoruba, je suis franco-béninois, mais j'avais en tête dans un premier temps de mettre des Yoruba, mais quand Vijaya me dit que les Wolofs étaient majoritaires, je pars sur les Wolofs. Et chose importante, on l'a retrouvé au sommet du Morne Brabant, qui est la montagne jumelle que vous avez vue à la fin du film. On ne peut pas tourner sur le Morne parce qu'il est sanctuarisé, donc on a tourné au Petit Morne, c'est la montagne que vous avez vue à la fin. On a retrouvé des restes d'animaux qui attestent d'une occupation marronne, et on a retrouvé des pierres en cercle qui m'ont donné l'idée de la scène de la grotte, la scène pas l'africaine en quelque sorte de la grotte. Et du coup, l'UNESCO a classé cette montagne patrimoine mondial en 2008. C'est pour ça qu'elle est sanctuarisée et qu'on n'a pas pu tourner dessus. Autre question, où est le micro? Un public occidental qui, quelquefois, n'a pas ce courage de faire face à cette partie de notre histoire de l'humanité. C'est une histoire de l'humanité. Et aussi, il y a religion traditionnelle, si on peut le dire ainsi, ou bien les foi africaines ont pris le dessus à peu près, si on peut le dire ainsi, je ne sais pas si c'est comme ça que vous l'avez mise en scène, par rapport à la foi chrétienne, et matérialisée par que ta volonté soit faite, la volonté a été faite, mais mystiquement, mystérieusement, et la musique aussi, il n'y a pas beaucoup de musique, pourquoi on fait ce choix? Merci. Merci le Wolof, la mise de Tiedo. En fait, il y a quelque chose qui m'a énormément ému quand je me suis documenté, c'est que je comprends très vite que à chaque fois qu'il y a eu marronnage, à chaque fois qu'il y a eu révolte, que ce soit à Haïti ou en Île-de-France, île Maurice, où les dieux n'étaient jamais loin, les déesses n'étaient jamais loin. C'est-à-dire que la puissance, le courage de résister, de se révolter, ces hommes et ces femmes le prenaient dans leur dieu, chez leurs ancêtres. La force des ancêtres, la force de ces panthéons-là. Et en fait, j'étais avec Ibrahima Mbaye à Paris 2 mois avant de tourner, et on réfléchissait, on se disait, mais au bout du compte, Massamba, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Et on réfléchissait tous les deux à qu'est-ce qu'il a dans la tête. On parle avec Ibra et on se dit, comme il était féticheur, Tiedo lui-même, avant d'être déporté, on se dit, ce qu'il se dit, c'est que pour que nos dieux, pour que nos ancêtres aient laissé faire ça, la déportation, la chosification de notre peuple, c'est qu'ils nous ont abandonnés. Du coup, moi, Massamba, c'est Ibrahima qui parle, en tant que féticheur, je me suis détourné d'eux aussi. Sauf que ce qui est très beau, c'est que peu à peu, avec la pulsion de vie, avec l'injonction de sa fille courageuse, les dieux reviennent. Et j'ai eu la chance de travailler avec Radim Silla, qui est spécialiste en spiritualité Wolof. Et je lui disais, mais comment on peut faire apparaître Mamguessou? Il me disait, écoute, Mamguessou, soit c'est un serpent, une femme serpent, soit un tourbillon d'eau. Mais je me disais, est-ce qu'il y a autre chose? Et du coup, il a appelé des griots
poésie, notamment Baba Kandak, et qui lui ont dit « Mamgesu peut apparaître comme l'être aimé ». Du coup, le fait que la fierté que tu as toi-même, la fierté de ton peuple, apparaisse avec le visage d'une femme si digne qui a préféré se jeter à l'eau au début du film que d'être esclave. Voilà, j'ai construit le film autour de ça. Et après, sur la réception par rapport aux catholiques en France, moi, quand j'avais l'âge de ma grande fille, j'ai été très marqué par la controverse de Valladolid. C'est que ce moment, 2 siècles avant mon film, où dans le sud de l'Espagne, il y a une controverse au sein de l'Église catholique. Qu'est-ce qu'on fait des Indiens d'Amérique? Sepúlveda, Las Casas, 2 grands théologiens, et à la fin de la controverse, on dit les Indiens d'Amérique ont une âme, du coup on ne doit pas les massacrer et on doit les évangéliser. Mais la dernière ligne, c'est en revanche les Noirs d'Afrique n'ont pas d'âme. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours été dans ma tête, et donc j'ai voulu parler du rôle de l'Église là-dedans. Et après, la France a peu l'habitude et n'aime pas du tout se retourner vers les pages les moins glorieuses de son passé. Elle n'aime pas ça. Et moi, je pense le contraire. Je pense que si on est fort, on assume de regarder son passé, on assume de reconnaître ce qu'on a fait, les pages les plus noires, les crimes de son histoire. Donc je suis très heureux parce que le succès du film en France fait qu'on peut, on ouvre les consciences et on tend ce miroir au public français. Et vous savez, c'est étonnant parce qu'en fait, il y a beaucoup de musique. Mais Amine Bouafa, qui a fait Timbuktu notamment, sa musique est tellement organique, elle épouse tellement les images qu'on a le sentiment qu'il y a peu de musique, mais c'est un film où il y a beaucoup de musique. Retrace, disons, l'esclavage en Afrique de manière générale. Mais le film est sorti donc, dans un contexte où l'Afrique essaie de sortir la tête de l'eau, voilà, où il y a cette prise de conscience collective, donc pour pouvoir se libérer sur tous les plans. Alors, pensez-vous aujourd'hui que ce film quand même va contribuer, parce que qui parle d'esclavage, de l'esclavage, parle quand même de la souffrance, l'assujettissement donc des populations africaines. Alors c'était voilà, une période très difficile, une période où vraiment voilà, il y a cette liberté restreinte. Alors ce film, est-ce que dans ce contexte contemporain, va quand même pouvoir réveiller d'autres sensations au niveau donc de cette nouvelle Afrique qui essaie de se libérer? Je vais évidemment, si j'ai donné au film, c'est un film historique, mais c'est un film au présent. Si je l'appelais ni chaîne ni maître au présent, c'est parce que je voulais que le film et son étendard, qui est le titre, semble comme une injonction, presque comme un slogan politique. Évidemment, l'oppression est toujours là. L'esclavage existe évidemment encore dans notre monde, le vrai esclavage. Le néocolonialisme existe encore. Évidemment, notre capacité à refuser de s'assujettir aux oppressions, je parle des peuples qui sont opprimés aujourd'hui, je parle des individus qui sont opprimés, je pense que penser au courage de ces hommes et de ces femmes, imaginez le courage qu'ils ont eu pour affronter l'ordre colonial à une époque où ils étaient chosifiés, à une époque où ils avaient été arrachés à leur terre et ils étaient totalement perdus. Je pense que ce courage, il peut nous inspirer, il peut nous transcender, et évidemment, c'est une des raisons majeures pour lesquelles j'ai fait le film. Et aussi, c'est vrai que quand j'ai entendu parler de ces pierres en cercle, j'ai pensé au panafricanisme. J'ai pensé au fait que dans cette grotte, il y a des Yoruba, des Wolof, des Malgaches, et toutes sortes d'ethnies, et qui ils se retrouvent ensemble pour former une force commune en se traduisant. La différence de langue n'étant pas un problème, parce que ce qui compte, c'est qu'ils ont la même expérience panafricaine. J'ai une réponse par rapport à ça, parce que c'est la question en fait que je m'attends, et j'aimerais que ça soit reçu par tous les horizons. En tant que jeune femme sénégalaise, il y a certaines oppressions que j'aimerais qu'on brise les chaînes, autant au passé qu'au présent. Et là, on est dans une immersion, dans une force de se libérer et d'accepter
les trucs, les choses que nos ancêtres nous ont laissées. Pour moi, ce film, c'est le cœur même de cette genèse de recherche de soi en tant qu'Africain, en tant qu'une personne qui doit retourner dans ses racines, qui doit s'ancrer pour grandir, aller chercher autre chose. Parce que pour aller chercher autre chose, il faut vraiment s'ancrer de là où on vient et aimer son propre soi, quoi qu'il en soit. Sa peau, sa manière avec ses cheveux, sa manière de s'habiller, sa manière de marcher, sa manière de parler, sa manière de vivre. Par exemple, on a laissé beaucoup de choses dans notre tradition sénégalaise aujourd'hui que j'aimerais qu'on s'ancre, qu'on sache à l'école, par exemple, que avant, nos ancêtres, en fait, ils ont décidé de briser les chaînes à l'intérieur, pas après, pas quelqu'un qui a parlé pour eux, mais à l'intérieur même, il y a quelque chose qui a fait que il y a ce qu'on appelle le jom, en wolof qui veut dire longor. Il y a toutes ces choses qui font qu'aujourd'hui, avec ce film, dans le présent comme dans le passé, va nous aider à faire une immersion, à s'aimer comme on est, à s'accepter, je vais dire, et à s'assumer partout où on est. C'est passé. Via le casting, mais j'ai été honorée de jouer ce rôle avec Ibrahim Mbaye. Il n'est pas là, mais c'est un grand monsieur, c'est un rêve pour moi en tant que jeune actrice de travailler avec un aussi grand monsieur. Mais, et comme je vais tout le temps à Gorée, je suis curieuse, chaque fois que j'entre dans la maison des esclaves, je sens mon poids sur mes épaules. Je sens qu'il y a un message qu'on me donne, et ce film a été un moyen pour moi d'exprimer tout ça, tout ce mal vécu. Et pour moi, c'est un événement, pour ceux qui ne sont pas rendus compte, et pour moi, c'est une acceptation du mal qui a été fait, une prise en conscience et un événement, mais l'acceptation aussi de s'ancrer d'où l'on vient. Ouais. Qu'ils ont en vivant libre, en se reconnaissant à eux-mêmes, à leur spiritualité, etc. Ma question, c'est pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi de faire toute la narration du film sur ce moment-là qu'on n'entend pas très souvent dans le récit d'esclavage? Pourquoi justement avoir choisi de aussi montrer le processus de libération plutôt que ce moment de fin qui est si beau? Pourquoi on n'a pas fait tout le film dessus, en fait? C'est ma question. C'est vrai qu'on se posait cette question énormément avec mon producteur Nicolas Dumont sur l'écriture du scénario. Mais en fait, si j'ai choisi de faire toute la boucle, la plantation, donc l'esclavage, la forêt, le marronnage, et enfin la montagne et la communauté, c'est parce que c'est le cinéma que j'ai aimé moi quand j'étais enfant et quand j'étais jeune homme. Dans le sens de cinéma populaire, au sens pour moi le plus noble du terme. Je pense que quand Ayadala, qui est la prêtresse à la fin, met les onguents sur les blessures au dos de Massamba, d'ailleurs c'est Odile Sankara, la petite sœur de Thomas Sankara qui joue le personnage, je pense qu'on comprend, je pense que ce geste nous émeut parce qu'on a vu les coups de fouet. Je pense que quand Anna marche et qu'on entend juste le vent, là pour le coup il n'y a pas de musique, et qu'on a cette paix, je pense qu'on ressent cette paix parce qu'on a été dans la forêt avec eux, qu'on a failli mourir, qu'on a vécu le code noir. Voilà, c'est deux types de cinéma. C'est-à-dire que d'autres, je suis ami avec Mati Diop qui a sorti Dahomey une semaine avant moi, je pense que par exemple typiquement Mati Diop elle aurait fait le film que dans l'acte 3. Moi, j'aime le cinéma populaire. Et j'aime que le cinéma puisse te prendre par la main. C'est quelque chose que j'apprécie et qui est vraiment important pour moi, notamment parce que je m'adresse aux jeunes générations. Et j'ai pensé que de leur montrer tout le spectre, c'était le truc le plus fort. Il n'y a pas de sous-titrage. C'est un choix artistique assumé de dire qu'ils se reconnectent avec eux-mêmes. Okay. Bonjour. Et j'aimerais savoir, côté technique, est-ce qu'il y a eu des difficultés pour le tournage? Et pour Mata, quel a été le moment qui vous a le plus marqué? Voilà, c'est tout. Déjà, contrairement à la littérature ou à la musique, où parfois ce sont des arts assez solitaires, vraiment le cinéma c'est le point collectif des arts, c'est-à-dire que là je suis seul mais j'ai toute mon équipe, chef opérateur, chef décorateur, costumière, enfin, je réponds pour eux, parce que techniquement c'est vraiment grâce à eux, grâce au talent des gens qui m'ont entouré que j'ai pu ramener ce film.
Ce qui a été vraiment compliqué, c'est qu'on a tourné en mai-juin 2023, à l'île Maurice uniquement, et les Mauriciens nous avaient dit, nous on se marie en mai-juin, c'est le moment le plus stable. C'est qu'il n'y a pas une goutte de pluie, il n'y a pas de précipitation. Donc on a eu des cyclones, des ouragans, on a été confinés, il y a des grues qui sont enlisées, des voitures qui sont retournées, enfin vraiment c'était... Les assurances ont repris le contrôle du film, on a été arrêtés, on pensait qu'on n'allait pas réussir à finir le film. Et vraiment tout le monde paniquait, mais Ibrahima me disait la nature se déchaîne pour nous honorer. Donc maintenant rendons honneur à la nature. Voilà. C'était un tournage qui était vraiment dans le spirituel, que ce soit pendant le tournage et même en dehors du tournage. Donc le plus dur, c'était d'arriver à gérer le déchaînement de la nature, mais au final, il sert le film. On a tenu bon, ça nous a soudés, et au final, le fait de ne pas avoir une île Maurice de carte postale, mais de sentir l'âpreté de la nature, je pense que ça nous a aidés. Après, le plus dur pour moi, c'était en tant que franco-béninois, c'était la plus grosse pression que je me mettais, c'était sur la wolofité du film, la langue et la spiritualité, d'arriver à faire un beau portrait de cette culture qui n'est pas la mienne. C'est bon. Et la partie qui m'a plu, toutes les parties, j'ai vraiment aimé toutes les parties. Mais ma préférée, c'est quand on était tous dans la grotte. J'ai senti toute l'Afrique réunie dans une grotte, avec des langues différentes, mais qui ont vécu la même chose. Et ce moment-là, il était tellement énorme, il était tellement beau. Et ça reste mon préféré. Oui. On se retrouve avec son papa, face à face, et qui lui dit qu'il va enfin accepter ça. Il y a un truc profond des deux sens. Il avait dans le film, il y a Isaka Sawadogo, il y a Lazare Minoukou, il y a Odile Sankara, qui sont aujourd'hui sur la scène artistique, audiovisuelle, cinématographique burkinabé, même africaine, parmi les plus grands, donc, qui sont aussi dans le film. C'est une façon d'aller au-delà et de revenir à cette scène de la route où on est Dogon, Peul, Wolof, Bambara, Malgache, qu'on reconstitue cet espace-là. Bonjour, félicitations. Alors, moi, c'est Sira Touré, dans World African Culture. Moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le détail par rapport à l'orientation. Parce qu'on a vu plusieurs fois Ibrahima suivre donc le soleil. Est-ce pour vous une manière de dire par rapport à la spiritualité qui revient encore et aussi à ces choses qui sont typiquement africaines? Est-ce qu'il y a un message que vous voulez faire passer à travers cela, les branches donc un peu cassées pour pouvoir montrer la voie donc, aux esclaves, parce qu'ils ont toujours un moyen de communiquer, soit par le tambour, soit par la chanson. Qu'est-ce que vous avez voulu donc faire passer comme message par rapport à ça? Merci. Merci beaucoup de me poser la question, parce que c'est j'ai fait beaucoup de débats et beaucoup de conférences de presse. Je suis moi-même extrêmement marqué par Cheikh Anta Diop. Donc, je suis extrêmement marqué par l'Égypte, le Soudan antique et leurs racines communes avec l'Afrique de l'Ouest. Et c'est que le dieu Ra, le dieu Ré et le dieu Soleil, c'était le dieu des dieux et le repère. Donc il y a beaucoup de symboles dans mon film. Bon, il y en a que moi qui les connais, mais merci de soulever ça, parce que c'était important pour moi que le dieu Ra, le dieu Soleil, guide Massamba qui est Wolof et qui vient du Sénégal, pays de Cheikh Anta. Voilà, c'est ce que j'ai voulu mettre dans le film comme symbolique. Je pense que j'avais oublié. Dans le film, on a dit que c'est les Wolofs qui essaient de faire le marronnage, de s'enfuir, pas les Malgaches. C'est un fait historique ou bien c'est... Non, en fait, c'est vraiment une construction du colonisateur, puisque quand je me suis documenté, effectivement, tu avais comme ça des traits de caractère qui étaient, de manière éventuellement raciste et racialiste, donnés à chacun. Donc les Malgaches étaient plus doux et étaient plus esclaves de maison en majorité. Les Wolofs étaient forts comme des bêtes et du coup les meilleurs pour le travail au champ. Voilà,
ça faisait partie du diviser pour mieux régner et de la racialisation des peuples. Je peux rappeler que l'avant-première c'est aujourd'hui à 20h et que le film sort en salle à partir du 8 de vendredi prochain, ici et dans les salles d'Afrique francophone, sud du Sahara. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes avec l'actrice principale, il s'agit de Mati. Mati, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Et vous? Alors Mati, félicitations pour ce film déjà. Et parlez-nous un peu plus de vous. Quand est-ce que vous avez commencé donc dans le cinéma? Le cinéma, j'ai toujours aimé le cinéma. J'ai commencé avec Madame Fatou Kandé. Oui. On a fait une série Wallabok en 2018. Et le film Nichen Nimet a été mon premier long métrage international. Et c'est une très belle expérience. Et comment vous avez fait pour être découverte, pour pouvoir... Le casting, en fait, comment ça s'est passé? J'ai fait le casting par un ami qui s'appelle Laïka. Il m'a trouvé en train de faire des beignets, de vendre des beignets devant la place de ma maman. Et il m'a dit, Anna, qu'est-ce que tu fais? Il y a un casting qui se passe à Dakar. Je lui ai dit, je vais voir. Et puis il m'a passé le numéro de Iman. Et je suis allée à Dakar. Mais comme je suis un peu free, un peu libre, j'ai répondu, j'ai fait le casting avec Iman. On a refait encore, puis en janvier, elle m'appelle, elle me dit, le réalisateur veut te voir. Alors, tout comme jamais soucieuse de quoi que ce soit, j'y suis allée. Et là, c'est là que j'ai rencontré Simon. On a fait des essais, puis j'ai rencontré Ibrahima pour les essais avec le papa. Et dès que j'ai vu ce monsieur, j'ai senti qu'on allait faire quelque chose ensemble. Et c'est comme ça. Donc ça a coulé de source, on va dire. Oui. Vous étiez fan de lui auparavant? Oui, je l'ai suivi dans plein de films. Parce que je suis des films qui ne sont pas de mon âge, un peu trop, avec Ousmane Sembène et les autres. Donc lui, j'ai toujours aimé son rôle, même s'il y a d'aucuns le trouvent flippant. Moi, j'aimais bien cette force caractère et cette puissance naturelle. Et voilà, ça a été joué. J'ai fait ce film avec un grand acteur que j'admire. Alors, on a senti beaucoup de force à travers vous dans ce film. Oui. Alors, vous y étiez préparé ou bien comment ça s'est passé? Quels sont c'est-à-dire les atouts que vous avez eu à utiliser pour être aussi forte dans ce film? On va dire que j'ai une force naturelle. Je suis très rebelle, mais bon. Je suis très rebelle, mais bien sûr, il y a eu des essais, des entraînements. On a eu un coach qui nous aidait parce que c'est pas un film très simple aussi pour comment appréhender le rôle. Puis après, j'ai lu Fatou Diom, c'est une dame que j'admire beaucoup. Et toutes ces choses, et puis naturellement d'une famille spirituelle. Donc il y a du brut et du préparé. Du préparé. Oui. Et qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans ce film? Quelles sont les scènes, par exemple, que vous avez le plus aimé? La retrouvaille dans la grotte, la décharge, parce que je suis vraiment entrée en transe. Et cette scène n'a été prise qu'une seule fois. Ah oui, parce qu'en regardant le film, surtout la voix qui était stridente, forte et tout, une seule fois. Oui, une seule fois. Une seule fois. Très bien. Oui. Donc on a une star en gestation, on va dire. Maybe. Parce que déjà, peut-être c'est votre caractère que vous avez déjà d'emblée. Oui. Et peut-être vu le coaching et tout ça, ça vous a permis quand même de vous approprier de ce rôle. Oui. Et vous l'avez excellemment bien ressorti d'après donc les premiers témoignages par rapport à cette première. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes acteurs qui peut-être aimeraient, comme vous, avoir cette opportunité de jouer dans un grand film? J'aimerais dire déjà de poursuivre ses rêves, parce que pour moi, le cinéma m'a toujours poursuivi. Et j'ai dû convaincre mes parents par de bonnes notes que je pouvais faire le cinéma. Et aussi
que quoi qu'il en soit, il faut toujours vivre les choses avec le cœur pour pouvoir l'étudier avec la tête et le canaliser avec l'esprit. D'accord. Merci beaucoup. C'est comment le nom encore? Anna Jaher Tchandoum. Tchandoum, d'accord. Mati dans le film. Oui. Merci Mati. Merci beaucoup.